L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Retour donc dans ce studio. Dans un instant, nous reprendrons justement cette interview qui s'est estampée justement du fait de la publicité. Elle est déjà installée en ce studio. Elle a initié le projet Runway Fashion Show, un projet pour soutenir les malades souffrant de drépanocytose en Guinée. Nous aborderons avec Aïchatou Diallo les préconisations de ce projet-là. Et puis derrière elle, nous allons plonger en milieu fermier cette fois-ci pour aborder une histoire bien banale au départ qui a fini par se compliquer pour les fermiers, notamment les couvoirs guinéens qui se sont vus boycottés au profit de couvoirs étrangers. Mais heureusement, il y a cette étude du ministère de l'élevage qui a permis de connaître le fin mot de l'histoire. Grâce à cela, justement, l'activité peut redémarrer. Donc, des fermiers que nous allons avoir, Mama Diarra et Eladj Diakité, fermiers locaux, et puis docteur Kouramoudou Berete, il est vétérinaire au ministère de l'élevage. Nous l'entendrons dans le cadre de cette émission. D'ici là, vos réactions d'abord sur Twitter. On va le faire comme tous les vendredis à la régie. Voilà, ils l'ont compris. C'est Habib Orekoubi So qui nous écrit salut la radio 2.0. La semaine là a été la plus décisive du CNRD. Plus de 100 douaniers suceurs de sang envoyés à la retraite. Les barrages de nos routes levés, le couvre-feu levé, un ballot vient en Guinée. C'est nous en voyage hors du pays. 4 ministres nommés. L'inventaire est complet, mon cher Habib Orebikiou. Merci de cette réaction. CC Jean-Louis Abba le Bourgeois nous écrit bonjour le maestro, nous remercions le CNRD sur l'allègement des mesures barrières du Covid-19. De passage, nous sommes impatients de voir la nomination des autres cadres dans les différents ministères, sans oublier la promesse de non-recyclage des cadres, nous dit CC Jean-Louis Abba le Bourgeois. Est-ce qu'il y a un autre? Oui, Fatoumata Keita. Ah, ça n'arrive pas souvent pour une femme. Ça n'arrive pas souvent. Bonjour les GG. Nous remercions les autorités pour le premier pas et nous espérons que la parité et l'équité dans le gouvernement y seront. Elles continuent. Surtout, ne pas oublier de promouvoir le leadership féminin national. Vivement la féminisation et le rajeunissement du gouvernement. Eh ben, on va voir ce qu'il en sera. On poursuit donc lecture de ces messages avec Mohamed Diawara. Bonjour les GG et à toute l'équipe du jour. C'est pas le recyclage le vrai problème. Le problème, c'est comment avoir des hommes et des femmes intègres, honnêtes, compétents et animés de bravoure et d'amour pour la nation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci donc Mohamed Diawara pour ce message. Mamadou D. Diallo depuis la France nous écrit bonjour Tamba. Bien sûr, les deux discours sont contradictoires. Pas de recyclage et pas d'exclusion, mais je crois parmi les mauvais, il y a forcément des bons. Donc, il faut un bon tri, nous dit-il. Pourquoi? C'est ce que ça veut dire? Pourquoi pas en trouver certains, enfin, le POU 4, je sais pas ce que ça veut dire. Là, je suis pas habitué des abréviations. Mieux ne pas abréger, en tout cas pas les vendredis, s'il vous plaît. On continue lecture de ces messages. Tidiane Botegueba nous écrit « La manière dont le CNRD fonctionne, cela me dit qu'il veut donner un signal fort à ceux qui souhaitent une transition brève, car il prouve pour une transition réussie, il faut du temps. » Tidiane Botegueba depuis Douala au Cameroun. Ah, ça fait plaisir de te lire. Le Cameroun. Bonjour les GG, c'est Ernest Dopavogui qui nous écrit. Je crois
que c'est une bonne stratégie dans la nomination parce que plus nous allons lentement, plus nous choisissons ceux qui seront à la hauteur des postes ministériels parce qu'en ce moment, nous avons besoin de compétences, qu'ils soient recyclés ou pas, nous dit Ernest Dopavoguillon. Poursuit lecture de ces messages s'il y en a. Excellence, Timbo le Guinéen nous écrit aussi. Il dit bonjour les GG concernant ces différentes nominations au poste ministériel. C'est un acte à saluer, mais le président devrait faire une nomination collective au compte des départements ministériels. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. Est-ce qu'il y en a un autre? Nous en ferions lecture rapidement. Youssef Kaba nous écrit « Aucun cadre n'avait été contraint de soutenir le troisième mandat. Ceux qui tenaient à sauvegarder leur intégrité ont préféré démissionner. Il faut noter que ces décrets faisaient cas de ministres délégués alors qu'il n'en existe qu'un seul dans la structure gouvernementale. Ah, ça c'est une observation plutôt intéressante. Keita Mamadi Dr K nous écrit « Bonjour Tamba et bonjour à tous. La drépanocytose, enfin un qui parle de drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire qui touche beaucoup de personnes. Deux parents se marient ne connaissant pas qu'ils sont des porteurs sains. Enfin, Tamba, ces enfants souffrent énormément. La douleur est terrible. C'est Dr K qui nous écrit. Est-ce qu'il y en a un autre? Bonjour les GG. Vraiment merci à Madame Hierro et à son ONG, ceux qui sont impliqués de près ou de loin pour aider cette brave femme. Que Allah vous récompense de la plus belle des manières. C'est la Guinée qui gagne. Sidi, le Guinéen Diallo, qui nous a écrit. Et puis, sur mon téléphone, pas mal de réactions aussi. Abou Poutine, le Banco nous dit merci au colonel par formation du gouvernement. À l'Alpha, enfin, je t'invite de former des gouvernements de meilleurs cadres. Former un gouvernement de façon régionaliste sera pas bon pour l'avenir. Comme proposaient certains, c'est bien noté. Sinani qui nous écrit à toute l'équipe bonjour. À toute l'équipe, dire qu'on ne doit pas recycler certaines personnes qui ont contribué à la campagne du troisième mandat du président Alpha Condé est synonyme d'une mauvaise foi par les militants de l'UFDG. Ah, chacun a son problème, mon cher Sinani, c'est bien noté. Et puis un autre qui nous écrit également, je ne vois pas son nom, mais il dit bonjour, Tamba à toute l'équipe. J'avoue sincèrement que les actes posés par le CNRD sont salutaires. Par ailleurs, c'est une maladie qui ferme la porte pour beaucoup de filles de trouver un mari, nous dit-il. Merci à vous pour l'initiative et merci également à vos invités. C'est Poulo Toro Linsan qui nous écrit. Il semble y connaître un rayon. Voilà, on va voir s'il y a un autre. Le tout dernier, c'est mon homonyme, souffrez que je lise ça. C'est bien Diakariaou Bournombo qui écrit « Bonjour Homo, mes sincères félicitations à vous les GG et aux autorités de la transition pour avoir facilité l'évacuation de cette fille violée pour avoir des soins adéquats à l'étranger. Pas de recyclage des membres de l'ancien Parlement pour le CNT. Que cela soit clair. » Au moins, c'est dit. On retourne donc en studio avec vous, très cher, ça va être Moussa Hierro, vous posiez la question. Je posais la question pour qu'elle partage son expérience. Vous parliez justement de cette crise que vous aviez faite et qui était vraiment compliquée. C'est important que vous partagiez cela avec les auditeurs. Surtout après, on parlera des côtés positifs parce que tout n'est pas que négatif. Il y a un auditeur qui le disait tantôt que c'est très difficile pour certaines femmes, jeunes filles, d'avoir des maris. Pourtant, elles peuvent faire des enfants. Il suffit juste de prendre les précautions. Je pense que cet auditeur sait exactement de quoi il parle. Je dirais pas que c'est difficile pour les femmes atteintes de drépanocytose d'avoir un époux. Mais disons que c'est compliqué qu'elles conservent leur foyer. Ouais. C'est compliqué pour 3 raisons. D'abord, la raison qui est à 60 voire 80% celle qui est à la base du divorce, c'est la pression familiale, donc de la belle famille notamment. La pression de la famille, pourquoi? Parce que la belle famille, pourquoi? Parce que un patient drépanocytaire, marié ou pas, est tout le temps fatigué. Donc, quand on est fatigué, on ne peut pas faire certaines tâches ménagères,
On ne peut pas tout le temps faire la cuisine, encore moins faire la lessive. Le linge, la vaisselle encore ça va, mais le linge, surtout fait comme on le fait chez nous, c'est un gros effort physique et on ne peut pas le faire. Donc on peut facilement, les belles familles, ils peuvent facilement le juger. Et vous traitez de fainéante. Qui ne veut rien faire. Exactement. Voilà, qui Exactement. aime la pluie douce. Comme d'ailleurs, moi, ça a été le cas, mais plutôt au niveau scolaire et professionnel. Donc très souvent, on est taxé effectivement de fainéants, de personnes qui aiment se dérober, de personnes qui aiment prendre leur temps. Entre-temps, on prend notre temps parce qu'on n'a pas le choix. Tout à l'heure, je montais, vous êtes au 4e. Madame Hierro m'a dépassé. Je prenais tout mon temps parce que j'ai des tachycardies. Donc, si je cours vite, je suis essoufflée et je ne peux plus respirer. Donc, la belle famille doit comprendre que une femme qui arrive dans cette famille-là, c'est aussi un enfant à part entière de la famille. Et il faut, à compter de ce moment-là, être indulgent au même titre qu'on le serait pour sa propre fille. Donc ça, c'est le facteur qui bloque à, disons, 60-80%. Ensuite, au-delà de ces jugements-là, il y a la remise en cause de la fertilité. La remise en cause de la fertilité, pourquoi ? Parce qu'une grossesse drépanocytaire est une grossesse à risque. Toutes les grossesses sont à risque, certes, mais la grossesse drépanocytaire encore plus. Dans les pays développés comme la France, ces grossesses-là sont suivies dans des maternités de niveau 4. Une maternité de niveau 4, c'est une maternité qui se prépare à un accouchement à tout moment ou à une interruption à tout moment. On peut avoir, moi personnellement, j'ai une de mes cousines qui a eu 2 fausses couches durant ses différentes grossesses. Elle a eu aujourd'hui 3 beaux enfants, toutes des filles, mais elle a quand même fait 2 fausses couches. Les fausses couches sont régulières au niveau des drépanocytaires. Parce que quand on est déjà normal et qu'on a un enfant, on est enceinte, on te met sous acide folique. C'est un médicament qui corrige l'anémie. Alors imaginez une personne qui prend de l'acide folique toute sa vie, qui doit en plus reprendre une double dose parce qu'elle doit partager le peu de sang qu'elle a avec son enfant. Ça devient compliqué. Donc la fatigue, elle est tout le temps là. Les risques de complications sont tout le temps là. Les risques de fausses couches sont tout le temps là. Et on sait tous que dans les familles, quand tu tardes à avoir un enfant ou quand tu as plusieurs fausses couches, après on en arrive à te dire, est-ce qu'elle n'est pas stérile? Est-ce qu'elle n'avait pas fait beaucoup d'avortements? Est-ce que D'accord, on va aller avec le si vous permettez, il y a quand même cette expérience qu'il va falloir partager avec nous, la Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez, par le fait de cette même maladie, perdu un très très bon travail. Tout à fait. Alors, je suis une spécialiste de la com qui évolue depuis 13 ans dans ce milieu. Et donc, j'ai travaillé dans différents pays africains, notamment la Côte d'Ivoire où j'étais country manager. Donc, country manager entièrement prise en charge, très bien rémunéré, mais avec des crises répétitives. Mes crises répétitives pouvaient s'expliquer. Je venais dans un pays où je n'avais pas de famille, où je connaissais personne et où j'avais de gros objectifs à atteindre. Donc j'avais une pression énorme. Je vivais où je travaillais. Une pression, mais véritablement une grosse charge. Une grosse charge, exactement. De travail. Une grosse charge de travail. Je vivais où je travaillais. J'avais une équipe de 10 personnes qu'il fallait gérer. Pour que vous puissiez comprendre, le capital de la société était de 500 millions de francs CFA. Et j'avais à charge de la développer et j'avais que 10 mois pour le faire. Donc je travaillais très souvent et l'inévitable arriva. Donc j'ai fait une crise, ça se comprend parce que je dis toujours à mes employeurs que je suis drépanocytaire. Une deuxième crise, puis une troisième. À la troisième, on m'envoie un avertissement, oui, mais à chaque fois que tu t'installes, à chaque fois que tu fais une crise, c'est 3 semaines, c'est 2 semaines parce que ça peut être très long. Et pendant 3 semaines, nous, on n'a personne, on est obligé d'envoyer quelqu'un de Dakar pour prendre la relève, etc., etc. Ça ne peut pas continuer. Donc il faut que ça s'arrête. Mais jusque ce n'est pas des choses que moi je maîtrise. Donc, de fil en aiguille, oui, rappelé à Dakar pour un échange. Cet échange, finalement, il sera celui qui va être l'échange final. Fatal. Donc, fatal, c'est ça. J'ai perdu ce travail-là où j'étais à 1 200 000 francs CFA, c'est pas peu. Logé, voiture de fonction et tout. Je l'ai perdu parce que j'étais drépanocytaire. On poursuit oui, donc, avec le Runway Fashion Show. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est prévu? Alors déjà, avant d'expliquer ce que c'est, je vais expliquer ce que c'est que le Runway Fashion Show.
C'est fait exprès de choisir un nom en anglais parce que je voulais donner et conserver cette dimension internationale-là de l'événement. Donc le runway, si vous voulez, en français, c'est un podium sur lequel défilent les mannequins. Donc fashion, c'est toute activité liée à la mode. Et le show renvoie plutôt à la prestation scénique et artistique. Donc en résumé, le Runway Fashion Show est une initiative qui ambitionne de valoriser et d'exporter aussi le savoir-faire artistique et artisanal guinéen. Donc nous avons cet événement-là qui est prévu en décembre, le 10, le 11 et le 12, et qui ambitionne, au-delà de la mise en avant de la destination Guinée, la levée de fonds pour les patients atteints de drépanocytose. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, en dépit du fait que nous sommes 20% de la population, c'est énorme. 20% de la population, on devrait aujourd'hui être à mesure, la population guinéenne. On est 50 millions de patients à travers le monde et en Guinée, on est 20% de la population. C'est énorme. Ça fait près de 200 000 patients. Et je me dis que si on a ces chiffres-là, c'est parce que quelque part, on en a encore plus, mais qui n'ont pas été identifiés. Et si on en est à ça, aujourd'hui, on devrait avoir une politique nationale de lutte contre la drépanocytose qui replace les drépanocytaires dans leur, j'ai envie de dire, dans leurs droits. Le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit au suivi médical et surtout à l'accessibilité des soins. Alors, parlons. Et Maf, je te rends la parole tout à l'heure. Ils sont nombreux à suivre ça sur Facebook. Il y a un qui témoigne en direct. C'est Aboubacar Mansali Camara qui dit bonjour les GG, je suis un drépanocytaire SS. Et il poursuit, nous souffrons trop en Guinée, il n'y a pas de prise en charge. Ma dernière croisée, mes parents ont dépensé 3 millions de francs guinéens. Quand on est drépano en Guinée et pauvre, la personne meurt, nous dit-il. Il a raison. C'est dans ce sens justement que va ma question. Concrètement, avec ce projet, vous misez sur la mobilisation des fonds. Comment est-ce que vous comptez aider avec ce que vous obtiendrez? Alors, nous misons effectivement sur la mobilisation des fonds et nous avons des objectifs pour la première année d'exécution, donc qui va commencer en janvier 2022. Il faut savoir que nous sommes en collaboration avec le centre SOS Drépa Guinée de Morikantea, qui en fait ici est le centre de traitement par excellence de la drépanocytose. En 2020, ils ont enregistré 1249 patients drépanocytaires. On ne pourra malheureusement pas tous les prendre. Sur les 1249 patients drépanocytaires, on a à peu près 580 patients de 0 à 10 ans. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est sur ces 500 patients-là, de prendre 200 patients qui vont être vaccinés pour la première année en vaccination complète. D'accord. Alors, la vaccination complète, elle est importante parce qu'elle immunise l'organisme contre les infections et du coup réduit les possibilités de crise. Vous nous avez dit que vous en avez pris 13 vaccins. 13 au total. Et l'unité en moyenne, c'est en francs guinéens? En francs guinéens, c'est 1 million. Le Prévenard, il coûte à la pharmacie 1 549 000. Et chaque patient doit prendre 2 doses. Donc en gros, pour la première année, tu prends une dose de Prévenard, 2 mois après, tu fais un rappel. Et 3 ans après, tu refais la même chose. Ensuite, ce n'est pas le seul, malheureusement, il y a le Nimenrix qu'il faut aussi. Alors, pour que vous puissiez comprendre, le Prévenard, c'est pour éviter les infections à méningocoque. Donc, il y a ensuite le Nimenrix. Tu es devenu médecin. Oui. Alors, entre parenthèses, avant que je ne revienne sur mes propos, j'ai dû, parce que j'étais tellement de fois hospitalisée, j'ai dû faire une formation en délégation médicale. OK. Et travailler dans le milieu hospitalier pendant 3 ans pour comprendre comment fonctionne la prise en charge. Et j'ai été déléguée médicale pendant 3 ans. Donc j'ai fait tous les services de l'hôpital, de la maternité aux urgences en passant par l'hospitalisation au Sénégal. Et donc je connais très bien la prise en charge aujourd'hui d'un patient en situation d'urgence. Et d'ailleurs, une des crises que j'ai faites ici en novembre 2019, si je ne savais pas ce qu'on me mettait et ce qu'on me faisait, ça risquait d'être encore plus compliqué. Parce qu'on a traité un palu, on a voulu traiter un palu, parce que les similitudes sont juste extraordinaires. Alors que je ne souffrais pas de palu, je souffrais d'une drépano. Donc il a fallu que je dise au médecin, attention, ce que vous mettez, c'est un antipaludéen, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin d'une hydratation salée, j'ai besoin d'un antalgique, j'ai besoin d'un anti-inflammatoire et mettez-moi ce produit et ce produit
à telle dose et sur telle heure. Et c'est passé comme ça. Oui, voilà, moi je vais revenir sur cet événement de levée de fonds. Par quoi est-ce que vous voulez comment vous voulez... Ça peut être la dernière ou l'avant-dernière question. Voilà, comment vous comptez faire cette levée de fonds? Est-ce que vous parlez de show, c'est un concert qui est organisé, etc. Comment vous comptez vous y prendre pour la levée de fonds? Alors, nous comptons dans un premier temps sur l'événement en lui-même, notamment par la vente des cartons d'invitation qui vont permettre aux clients d'accéder, en tout cas aux invités d'accéder à la salle. Donc, on a 3 dates. On a une date qui est prévue pour une soirée privée dans un hôtel de la place. On a une autre date qui est prévue pour un espace plus grand public, donc au niveau du palais. Et ensuite, on a une expo-vente qui va permettre de lever des fonds. Mais cela ne suffira pas parce que, comme je disais tout à l'heure, 200 enfants avec a priori à peu près 5 millions pour un enfant, on se retrouve à près d'1 milliard. Donc, on ne peut pas, la vente ne pourra pas le faire. Donc, nous lançons un appel à toutes ces bonnes volontés qui peuvent être des mécènes, à toutes ces sociétés qui veulent avoir en tout cas un fort impact social ou impacter la vie des jeunes Guinéens. Venez, soutenez-nous. Aujourd'hui, nous avons des cotations de différentes pharmacies. Vous pourrez directement payer au niveau de ces pharmacies. On ne veut pas forcément recevoir l'argent. On veut juste que les médicaments soient payés. Donc, faites-le. Et une autre des activités que nous avons, c'est la journée don de sang qui est prévue le dimanche 31 octobre prochain de 9h à 17h au Palais. Venez donner votre sang. Venez donner. Oui, vous m'appreniez que pour les drépanocytaires, le sang, il était gratuit. Ailleurs. Et ça, c'est un réel problème chez nous. Le drépanocytaire aujourd'hui voit sa vie 2 fois plus risquée parce qu'il n'a pas accès au sang. Le sang est ici, disons pas facile d'accès parce qu'il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, on est obligé de ramener des personnes pour remplacer le sang parce que la banque de sang, elle est vide. Ou quand ces personnes ne sont pas là, on est obligé de payer des jeunes pour que ces jeunes puissent donner de leur sang. Donc, du coup, il n'est pas gratuit. On doit le rendre gratuit. Moi, j'ai reçu plus d'une vingtaine de poches de sang entre 1996 et 2018, mais elles ont toujours été gratuites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Elles doivent être gratuites ici aussi. Il faut qu'on rende cette chose-là gratuite. Il faut donc que le sang soit gratuit. Question conclusive, si l'on veut vous contacter, comment ça se passe? Alors, nous sommes joignables au 624 24 37 44. Vous pouvez répéter plus lentement, s'il vous plaît? 624 24 37 44. D'accord. Et nous sommes aussi joignables par mail. Donc, ça va être contact@runway, RUNWAY, _fashionShow.com. Fashion show, fashion, vous savez, show aussi, ça aussi, vous savez. Merci Aïchatou Diallo d'être passé. Merci à vous. Et c'est un combat noble, vous êtes une guerrière, vous vous battez pour vous, mais aussi pour les autres, pour aider à ce qu'ils ne vivent pas les mêmes situations que vous. Merci donc d'avoir été des nôtres pour parler du Runway Fashion Show. Derrière vous, on s'avance dans les fermes. Vous, les éleveurs de poules, de poulets, de coqs, c'est de vous qu'on va parler maintenant. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Sweet FM, Calac TV, Espace Région. Plonge en milieu fermier, cette fois avec l'histoire toute banale au départ d'une cohorte de poussins qui n'a pas eu de vieux os. Mais de quoi parle-t-il, vous direz-vous, de votre côté? Quelques centaines, tenez-vous bien, quelques centaines de têtes décimées par cohorte avant d'avoir atteint le seuil de rentabilité, donc d'avoir atteint la maturité. S'ensuit donc un boycott des poussinières locales au profit des couvoirs étrangers, avant, bien entendu, qu'une étude du ministère de l'Élevage établisse que le mal était ailleurs, dans les nutriments ingurgités par la volaille.
Celui que l'on va avoir, malheureusement, finalement, pas en raison du temps, c'est bien le docteur Kouramodou Berete. Il est médecin vétérinaire au ministère de l'Élevage. Il est donc notre invité et c'est lui qui a conduit cette étude, mon cher Daouda, avant d'avoir notre invité. Oui, effectivement, c'est une question qui a été posée et qui a apporté beaucoup d'inquiétudes. Quand on sait qu'à un moment donné qu'il y a des poules qui sont importées, comme on les appelle d'ailleurs les poulets morts qu'on importe dans notre pays, avec beaucoup de risques qu'on connaît dans l'alimentation et le traitement, et qu'il y ait des entrepreneurs locaux qui se mettent au travail. Parce qu'il y a deux aspects dans cette situation. Il y a un premier opérateur qui importe, qui a des poulets des poussins importés. Des poussins importés. Il a sa ferme, il a les poussins importés. Il y a l'autre qui a les poussins, des poussins locaux. Alors, le travail, il a été quoi? C'est que les deux catégories sont nourries à partir d'une même alimentation. Et on a constaté dans la première ferme où il y a des poussins importés qu'il y a des pertes, il y a des poussins qui meurent par centaines. Et la question a été que est-ce que c'est pas parce que c'est des poussins importés qu'ils meurent ainsi en grand nombre, mais le même constat a été aussi relevé du côté des poussins locaux. Alors, ces poussins locaux qu'on a pensé être plus résistants que les poussins importés, on a trouvé que le même dégât se produisait dans cette autre ferme. Et ça a amené à se poser la question, est-ce que c'est importé ou locaux? Mais on est allé au-delà de savoir qu'est-ce qui peut être à la base. Mais il s'est trouvé que ce n'est ni parce que c'est importé, encore moins c'est locaux, mais c'est plutôt du fait de leur alimentation. Et cette question liée à l'alimentation, il faut le dire, a été détectée par le département en charge de l'élevage qui a travaillé dans ce sens pour le savoir. Mais aujourd'hui, il faut le dire, ce sont des entrepreneurs locaux qui sont en train de s'affaisser économiquement, parce que si par centaines vous perdez des poussins ainsi, ça veut dire que d'abord votre clientèle devant ceux qui viennent prendre chez vous pour aller commercialiser vont s'abstenir de venir parce qu'ils vont dire que on ne peut plus prendre parce qu'il y a des problèmes de santé liés à votre ferme. Parfait. Donc aujourd'hui, c'est une question qui nous interpelle mais aussi à leur accompagnement. Parfait. Daouda a bien finalement planté le décor, une situation qui a affecté les entrepreneurs, donc les fermiers, leurs chiffres d'affaires, mais le ministère de l'Élevage qui a pris ses responsabilités. Celui qui, pour ainsi dire, a conduit ce travail de réflexion et d'étude sur les raisons de ces décès de poulets qui étaient décimés, il est en ligne, docteur Kouramodou Berete, vétérinaire au ministère de l'Élevage. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Merci donc de vous prêter à nos questions. La première question avec vous, Mafoudia. Alors peut-être aller directement à ce que vous avez découvert. Daouda nous expliquait tout à l'heure ce qui s'est passé. Justement, en partant de votre travail, dites-nous comment est-ce que vous êtes parvenu à détecter les vraies raisons et qu'est-ce qui explique réellement le fait que ce problème soit lié à l'alimentation. Ok, merci de m'avoir interpellé sur cette question. Je ne peux pas dire que c'est la vraie raison, mais c'est l'une des raisons que nous avons détectées sur le terrain. Sur les aliments, pratiquement le maïs. On a prélevé certains échantillons sur l'alimentation dans les fermes, qui a été envoyé en France en collaboration d'un laboratoire. Et ils ont détecté un paramètre appelé fumosinine. C'est une toxine fusarolienne du maïs. Le seuil de cette toxicité est de 2 microgrammes. Est-ce que vous pouvez nous dire ça d'une manière simple, accessible aux auditeurs et aux téléspectateurs? Voilà, c'est cette toxicité-là qui est liée, qu'on trouve dans le maïs.
Et dans les normes, ça doit être 2 microgrammes par kilogramme. Mais l'aliment analysé a donné 700 microgrammes par kilogramme. Donc, c'était énorme. Cette toxicité-là est due à l'humidité ou à l'insuffisance du maïs qui n'est pas trop sec. D'accord. C'est à la récolte, il y a problème, c'est... Ou à la conservation. Voilà, à la conservation surtout, parce qu'on ne sait pas comment les éleveurs ils conservent leurs aliments ou les maïs qu'ils ont achetés. Les maïs qui sont venus, est-ce qu'ils sont bien secs ou pas? C'est ça le problème. D'accord. Une autre question avec vous? Alors, docteur Berthet, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du ministère de l'élevage, un mécanisme, par exemple, est mis en place pour pouvoir contrôler un petit peu l'alimentation de ces poussins-là, de la volaille, parce que derrière, ils peuvent consommer des nutriments qui peuvent après avoir des répercussions sur les êtres humains derrière qui vont pouvoir consommer ces aliments-là. Il parle d'éviter de nous provoquer des zoonoses. Allez-y, docteur. Effectivement. Il y a un mécanisme qu'on est en train de mettre en place, mais dû au changement des autorités, on attend qu'une autorité soit maintenant à la tête du département pour conduire cette mission. Effectivement, sinon on est en train d'envisager un mécanisme qu'on peut mettre en place pour au moins détecter ces zoonoses-là. Et surtout, le laboratoire est prêt pour les analyses des maladies courantes. D'accord. Daouda. Alors, on va revenir dans ces deux fermes. On expliquait tout à l'heure qu'il y a d'un côté des poussins locaux, mais de l'autre des poussins importés. Aujourd'hui, quelle est la situation en tout cas des autres poussins qui n'ont pas été victimes de cette alimentation? Oui, c'est une question qui est un peu généralisée maintenant en Guinée, surtout dans tous les élevages. C'est pas parce qu'ils ont importé ou bien ils ont commandé sur place ici. On a détecté que dans les fermes où ils ont importé les poussins, les mêmes problèmes sont reconnus aussi dans les fermes où ils ont commandé sur place ici. Donc ça veut dire que c'est pas lié d'abord au poussin, la provenance du poussin, ça c'est exclu. Et aussi, c'est pas, on peut pas aussi aller trop dans. Allez-y pour nous expliquer ce qui se passe sur ces imports ou sur ces commandes locales. Voilà, c'est ça, parce que la question venait de là et on a fait que c'est pas la provenance des poussins qui pose problème, parce que les mêmes problèmes existent. Et ceux qui ont exporté et ceux qui ont commandé sur place. Donc, la provenance, on peut l'exclure dans ce sens. D'accord, la toute dernière question avec... Voilà, alors docteur, je veux savoir, est-ce que c'est une première fois qu'on découvre une telle situation dans notre pays? Parce que vous parliez, si je comprends bien, le problème se situerait au niveau de la conservation du maïs qui est donné comme aliment à cette catégorie de poulets importés ou locaux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que ce cas, c'est une première chez nous en Guinée? Bon, cette découverte, c'est une première et on souhaiterait aussi approfondir la recherche sur l'ensemble du territoire. Docteur Kouramoudou Berthet, médecin vétérinaire au ministère de l'élevage, il s'exprime sur cette situation qui a frappé les fermes guinéennes. La toute dernière question, Mafoudia. Moi, je veux savoir, on verra bien si vous pourrez nous dire ce qui en est. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour aider, par exemple, des gens qui rencontrent de tels problèmes au sein du département? Oui. Il y a même un projet qui est déjà dans le département qui charge sur cette question. Et le problème maintenant, c'est l'organisation des éleveurs. Parce qu'il faut qu'ils s'organisent pour pouvoir les aider, ce qu'il faut faire.
D'accord, le problème c'est donc l'organisation des éleveurs. Docteur Bérété Kouramoudou, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, le message, j'imagine, est clair. Le problème, ce n'est donc pas que le poussin il soit commandé localement ou importé, donc ce qui suppose en dehors du territoire. Le problème est dans la nourriture, la conservation des grains de maïs. On a presque fini. Un dernier tour de table en quelques secondes, mon cher Caps. Voilà, moi je dirais qu'il faudrait que le ministère fasse un travail beaucoup plus approfondi par rapport à cette situation-là, parce qu'il ne faut pas oublier que justement, en fin de compte, nous sommes les consommateurs finaux. S'il y a un problème qui se décèle à ce niveau-là, nous encourons les risques, mais au-delà de ça, il faut aider justement cette population d'éleveurs à être mieux organisée et surtout qu'ils puissent d'autant plus mettre un mécanisme en place qui puisse permettre de savoir, avant qu'un poulet ne soit sur le marché, est-ce qu'il répond à toutes les conditions de vente, pour ne pas qu'en fin de compte, que nous puissions encourir les conséquences. Justement, toi, tu penses à la grippe aviaire. Hein? Ah, bien sûr. Déjà, et peut-être une formation pour toutes ces personnes qui se déploient dans ce domaine-là, parce qu'il faudrait qu'on sache qu'est-ce qu'il faut donner comme aliment à ces volailles-là, parce qu'aujourd'hui, on parle de 2 fermes. Et qui sait, l'étude, je pense, devrait s'étendre et surtout sensibiliser et former ces gens, qu'ils sachent qu'est-ce qui est approprié pour la volaille et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour savoir ce qui est approprié pour la volaille et ce qui ne l'est pas, Daouda, un dernier mot? Oui, le dernier mot, il faut aussi comprendre, pour ne pas reprendre ce que les autres ont dit, il faut aussi comprendre que ce sont les opérateurs qui sont en perte aujourd'hui. Donc il faut penser à comment les remettre en selle, parce que là, entreprendre, c'est difficile. Et quand on perd comme ça, d'un coup, et qu'on n'a pas d'accompagnement tout de suite, ça devient très compliqué. Maf? On ne le dira jamais assez, il y a des entrepreneurs ici et si on est bien organisé, on n'aura pas forcément besoin de manger tout ce qui vient d'ailleurs. Il faut une organisation, il faut une grande politique pour accompagner, parce que par exemple ce qu'il dit par rapport aux raisons, on parle de l'humidité, donc il faut des moyens. Les gens peuvent être peut-être formés et bien d'autres aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de moyens pour avoir de meilleures conditions de conservation par exemple, c'est un gros problème. Donc l'État doit s'inviter. C'est vrai que ce sont des initiatives privées, mais c'est à l'État d'impulser un grand changement, de faire de gros business avec des Guinéens pour le bien des Guinéens. Donc il faut aller vers cette politique, cette grande politique de je sais pas, dans le domaine des volailles, parce que la Guinée dispose des moyens, parce qu'encore en Guinée, on ne peut pas concevoir que le kilo de riz, de viande par exemple, soit à 65 000, alors qu'on a la possibilité d'élever. Donc on a un ministère de l'élevage, qu'on se bouge un peu, qu'on mette l'argent qu'il faut pour accompagner le monde qui sera dans ce domaine. Et Maf, vous posez clairement la question, la disponibilisation donc en quantité de nutriments de qualité. C'était le propre donc de ce débat. Merci. Et puis franchement, je le dis en toute honnêteté et en toute humilité, le monsieur il dit: bonjour Tamba, je sais pas qui est ton tailleur, mais tu es très bien habillé depuis hier. Et je le dis sans me prendre, hein. Franchement. Mais là, tu t'es déjà Merci. Tu t'es déjà pris. Et on te dira à te prendre aussi. Non, mais il est à cause, il s'appelle Maître Alassane. Voilà. Ça, c'est de la publicité. Voilà. En clair, j'ai quand même le droit, non? Ça fait 13 ans que je suis là. Voilà. Merci à vous toutes et tous de nous avoir pratiqué. Merci à vous en studio, mon cher Dramé. Et vous qui étiez à la régie, Poutine, Mafata, Sano, Cabinet, Condé, l'homme de nuit, Mamoudou, tous. Merci donc de ce travail acharné depuis lundi. C'est ainsi que l'on boucle les grandes gueules de cette semaine. Lundi, ce sera le turbo pour une autre actualité tout aussi prégnante.